Le silence est comme une épée dans son fourreau. Il n'a pas besoin d'être dégainé pour imposer le respect, sa seule présence intimide déjà. C'est ainsi que fonctionne aussi la maîtrise de soi. Car celui qui sait se taire et se contenir démontre une force que les autres ne peuvent manipuler. Dans un monde où abondent les voix qui crient pour s'imposer et les personnes qui provoquent pour vous déstabiliser, garder son calme est un acte de rébellion. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un champ de bataille où tu décides quand et comment agir. Les personnes toxiques se nourrissent de tes réactions, de chaque explosion qui leur confirme qu'elles ont du pouvoir sur toi. Ils te lancent des mots comme des flèches en espérant te voir saigner, cherchent à te manipuler, à t'enflammer, à te déraciner de ton centre. Et chaque fois que tu réponds impulsivement, tu tombes dans leur jeu. Mais quand tu choisis de ne pas réagir immédiatement, quand ton silence devient ton bouclier, alors leur stratégie s'effondre. Le silence bien utilisé ne signifie pas absence, il signifie présence consciente, maturité et maîtrise. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne se mesure pas en combien de batailles externes tu gagnes, mais en combien de batailles internes tu domines. Contrôler ton esprit, diriger tes émotions et protéger ta paix deviennent des actes d'autodétermination. Parce que la vie ne consiste pas à éteindre les feux des autres, mais à allumer ta propre clarté. Le silence est ta stratégie, ta discipline, ton arme invisible. Celui qui ne parvient pas à te provoquer découvre qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Et c'est là que naît la véritable liberté, quand tu décides que personne ne touche ton esprit sans ton autorisation. Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, tu découvriras 8 leçons stoïciennes qui transformeront ta façon de faire face à la manipulation et au chaos. 8 principes qui non seulement protégeront ta paix, mais te rendront indomptable, quelqu'un qui a fait du silence et de l'autocontrôle sa véritable force qui est dans l'esprit. Hunter ne réagit pas immédiatement. Un volcan n'explose pas au même instant où la terre tremble, il accumule d'abord la pression, garde son feu et décide ensuite de le libérer. De la même manière, ton esprit devrait fonctionner face à la provocation. Celui qui réagit dans la première seconde donne le contrôle à celui qui le provoque, mais celui qui contient l'impulsion, qui respire et observe, démontre que son feu ne le contrôle pas, mais qu'il contrôle le feu. La première leçon est de comprendre que ne pas répondre immédiatement ne signifie pas faiblesse. Cela signifie que tu as compris que ta force ne dépend pas de crier plus fort, mais de penser plus clairement. Les personnes toxiques cherchent ta réaction rapide, car elles savent qu'à cet instant, tu n'agis pas avec raison, mais avec impulsion. Ils te mettent sous pression, te pointent du doigt, te ridiculisent pour te voir perdre le contrôle. Car chaque parole impulsive que tu lâches est une victoire pour eux. Lorsque tu tombes dans le piège de réagir instantanément, tu ne t'éloignes pas seulement de ton centre, mais tu donnes ton pouvoir à celui qui le mérite le moins. La stratégie stoïcienne consiste à prolonger ce premier instant, à faire de la pause une habitude qui te protège. En ne répondant pas immédiatement, tu ne te paralyses pas. Tu choisis simplement d'attendre le moment juste pour décider froidement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Pense au gladiateur qui entrait dans l'arène. Celui qui se lançait à l'attaque sans mesurer son adversaire tombait rapidement. En revanche, celui qui observait, qui attendait le premier mouvement de l'ennemi, avait plus de chances de gagner. La vie fonctionne de la même manière. Ne pas répondre immédiatement, c'est donner de l'espace à ton esprit pour lire la situation, pour découvrir si cela vaut vraiment la peine d'agir ou si le silence est suffisant pour désarmer l'autre. Cet espace, cette pause, c'est ta victoire initiale. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les mots qui blessent, mais ce que tu décides de faire avec eux. Si tu permets qu'ils t'entraînent, tu perds. Si tu t'arrêtes, respires et réfléchis, alors tu es maître de toi-même. Il ne s'agit pas de réprimer ton émotion, mais de la canaliser, de lui donner une direction. Parce qu'une émotion contrôlée devient une force, tandis qu'une émotion débordante se transforme en ta faiblesse. Lorsque tu retardes ta réponse, tu te donnes le temps de décider si cela vaut la peine de parler ou si la meilleure arme est le silence.
Chaque fois que quelqu'un essaie de te sortir de ton centre, souviens-toi que cette première seconde de tension est ton épreuve. Si tu la surmontes, tu gagnes en liberté. Si tu cèdes, tu restes coincé dans le jeu de l'autre. C'est pourquoi cette leçon est pratique, pas théorique. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, reste tranquille, ne réagis pas immédiatement. Garde ce moment comme s'il était de l'or. Ce petit espace entre le stimulus et ta réponse est où se joue ton destin. C'est là que naît la véritable force stoïcienne, dans la capacité de ne pas être la marionnette de tes impulsions, mais l'architecte de ta propre tranquillité. Maîtriser cet instant ne te rend pas quelqu'un de froid sans émotion. Cela fait de toi quelqu'un qui a appris à les diriger. La patience au milieu du feu est le signe que tu construis un caractère indomptable. Ne pas répondre immédiatement, c'est choisir la liberté sur l'esclavage des impulsions. Et cette décision, répétée jour après jour, transforme ta vie en un terrain où personne d'autre que toi ne décide de ce qui mérite ton énergie et de ce qui mérite ton silence. 2. Protège ton esprit comme un temple. Imagine une forteresse au sommet d'une montagne, entourée de murs que tout le monde ne peut pas franchir. De l'extérieur, les ennemis crient, lancent des pierres, tentent de forcer l'entrée, mais à l'intérieur règne le calme, car celui qui veille sait que tout ne mérite pas une réponse. Ton intérieur devrait être ainsi, un espace qui ne s'ouvre pas à tout le monde, un territoire sacré qui n'autorise l'entrée que de ce qui nourrit et renforce. Ton esprit est ce temple et ton devoir est de le protéger avec fermeté, car si tu le négliges, n'importe qui pourra entrer et le remplir de bruit, de doute ou de poison. Les personnes toxiques cherchent des fissures dans tes murs. Ils le font avec des critiques déguisées en conseils, avec des moqueries présentées comme des blagues, avec des provocations subtiles qui semblent inoffensives. Leur intention n'est pas de t'aider, c'est de s'infiltrer dans ta paix pour transformer ton calme en tempête. Si tu n'établis pas de limites, ils le feront pour toi. Et tu découvriras bientôt que ton intérieur est devenu un champ de bataille. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne peut te nuire si tu ne le permets pas. Le véritable défi est d'apprendre à choisir ce qui entre dans ton temple et ce qui doit rester dehors. Protéger ton esprit ne signifie pas te renfermer dans l'isolement ni couper les liens avec le monde. Cela signifie apprendre à filtrer. Les gens parleront, jugeront et provoqueront, mais leur bruit est impuissant à moins que tu ne leur ouvres la porte. Chaque mot que tu permets d'entrer devient un hôte de ton esprit, et si tu ne choisis pas avec soin, tu finiras par vivre entouré d'intrus qui affaiblissent ta force. Tout comme la tempête ne renverse pas une forteresse aux fondations solides, les critiques et les provocations ne détruisent pas celui qui maintient son intérieur ferme. Le stoïcisme ne propose pas la fuite, il propose le contrôle. Être maître de soi-même signifie ne pas céder ton calme à la première offense, ne pas donner ton énergie à la manipulation, ni permettre que l'extérieur décide de ton état intérieur. Celui qui protège son esprit sait quand ouvrir les portes et quand les garder fermées. Il ne s'agit pas de construire des murs de froideur, mais de créer des filtres conscients. Demande-toi toujours, cette voix, cette émotion, cette attaque, mérite-t-elle une place dans mon temple? Si la réponse est non, alors tu fermes la porte et tu conserves ta paix intacte. Lorsque tu choisis de protéger ton esprit, tu changes la dynamique du pouvoir. Tu n'es plus la victime de ce que les autres disent ou font, tu deviens le gardien. Tu comprends que personne ne peut pénétrer tes murs sans ton permission. C'est la véritable liberté. Vivre sans dépendre de l'approbation extérieure, sans tomber dans le piège de la provocation, sans permettre que l'étranger dicte ce qui se passe en toi. Ton temple, c'est toi, et ta mission est de le garder propre de ce qui corrompt, ferme face à ce qui tente de le renverser et plein de ce qui nourrit ta clarté. Chaque fois que quelqu'un tente de briser ton calme avec des cris, des moqueries ou des provocations, rappelle-toi la forteresse au sommet de la montagne. Dehors, ils peuvent crier,
Mais à l'intérieur règne le calme, car celui qui garde les portes a choisi de ne pas céder. C'est ta tâche quotidienne, renforcer tes murs avec discipline, entraîner ton esprit à ne pas se laisser emporter, cultiver la clarté et la détermination. Avec le temps, tu découvriras que ton pouvoir n'a pas besoin de se manifester par des cris ou des coups. Ton véritable pouvoir se manifeste dans le calme silencieux de celui qui sait protéger son temple, le gardien qui décide ce qui entre et ce qui ne rentre pas, le guerrier qui défend sa paix comme son plus grand trésor, le stoïcien qui comprend que se maîtriser soi-même est la plus grande victoire. 3. Utilise le silence comme stratégie. Les échecs ne se gagnent pas avec des cris ou des mouvements désespérés. Ils se gagnent avec patience, avec la froideur de celui qui attend et observe avant d'attaquer. Le silence fonctionne de la même manière. C'est le coup que beaucoup n'attendent pas, la stratégie qui déconcerte celui qui cherche ta réaction. Celui qui maîtrise le silence devient un joueur invisible qui désarme l'adversaire sans avoir besoin de hausser la voix. Dans un monde plein de bruit, où tout le monde se précipite pour répondre et démontrer, garder le silence devient un acte de pouvoir. Les personnes toxiques se nourrissent de la réponse immédiate, de l'émotion qui explose sans filtre, car c'est là qu'elles trouvent le contrôle sur toi. Leur tactique est de provoquer, de te sortir de ton centre et de t'entraîner sur le terrain du conflit. Mais lorsque tu choisis le silence, lorsque tu ne rentres pas dans le jeu, tu leur enlèves leur arme la plus puissante, ta réaction. Ce silence n'est ni vide ni soumission, c'est une présence consciente. C'est l'affirmation que tu n'es pas une marionnette des impulsions d'autrui. Le silence désarme, car il oblige l'autre à se confronter à lui-même, car sans ta réponse, sa stratégie s'effondre. Le stoïcisme enseigne qu'il n'est pas toujours nécessaire de répondre. Chaque attaque ne mérite pas un mot. Chaque provocation ne nécessite pas une défense. Souvent, la meilleure réponse est aucune, car le silence protège ton énergie et expose la faiblesse de l'autre. Garder le silence n'est pas réprimer ce que tu ressens, c'est le canaliser avec intelligence. Lorsque tu choisis de te taire, tu ne perds pas ta voix, tu la multiplies, car le silence parle plus fort que 1000 disputes. Pense à un guerrier qui tient son épée, mais ne la bouge pas au premier coup de l'ennemi. Il observe, mesure, attend le moment approprié. Son calme déconcerte, sa quiétude intimide. C'est ainsi que fonctionne le silence. Il n'a pas besoin de bruit pour s'imposer. Sa force réside dans ce qu'il représente. Lorsque tu choisis de te taire, tu démontres le contrôle. Tu démontres que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car ta force parle pour toi. Utiliser le silence comme stratégie ne signifie pas se cacher, ni accepter les abus. Cela signifie avoir la maturité de décider quand parler et quand ne pas le faire. Le silence stratégique est un choix, pas une faiblesse. Il sert à observer, à analyser, à garder ton esprit clair pendant que l'autre se noie dans sa propre agitation. Lorsque tu choisis de te taire, tu protèges ton esprit du poison des disputes inutiles et tu conserves ton énergie pour ce qui compte vraiment. Le silence révèle aussi qui tu es. Celui qui se tait par peur démontre sa fragilité, mais celui qui se tait par maîtrise démontre sa puissance. Cette différence est essentielle. Ton silence n'est pas une fuite, c'est une déclaration. Lorsque quelqu'un essaie de te manipuler et que tu choisis le silence, tu lui envoies un message clair. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Cette fermeté a plus d'impact que n'importe quel mot, car elle brise le cycle de la provocation. La pratique est simple mais puissante. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te sortir de ton centre, ne réponds pas immédiatement. Respire, garde le silence, observe comment l'autre s'épuise en cherchant une réaction qui n'arrive pas. Cet instant devient ta victoire, car tu n'es pas tombé dans le piège. Répète cet exercice jusqu'à ce qu'il devienne une habitude, jusqu'à ce que ton silence soit ta première défense. Le silence est une épée invisible. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais il coupe plus profondément que n'importe quel mot. Le maîtriser, c'est se maîtriser soi-même, et c'est la plus grande victoire. Celui qui utilise le silence comme stratégie n'est jamais désarmé,
car il a appris que le calme est sa meilleure arme et qu'il n'y a pas de force plus intimidante que celle de celui qui n'a pas besoin de réagir. 4. Garde ta paix comme un trésor. Une malle pleine d'or n'est pas laissée ouverte au milieu de la rue pour que n'importe qui puisse la voler. On la protège, on la cache et on en prend soin parce que sa valeur est inestimable. Ta paix intérieure est ce trésor, un bien si fragile et en même temps si puissant qu'il peut faire la différence entre vivre en paix ou vivre enchaîné au chaos des autres. L'erreur de beaucoup est de la donner sans s'en rendre compte, de donner cet or à ceux qui ne cherchent qu'à le voler pour se sentir plus fort. Mais celui qui comprend sa valeur la garde avec discipline et ne permet à rien ni à personne de la voler. Les personnes toxiques visent toujours ta paix, car elles savent que si elles parviennent à la perturber, elles parviennent aussi à te contrôler. Elles utilisent des critiques, des provocations, des silences blessants ou des commentaires déguisés en plaisanterie pour te sortir de ton centre. Elles le font parce qu'elles pressentent que lorsque tu perds ton calme, tu donnes ton trésor et tu deviens vulnérable. À ce stade, tu n'agis plus avec clarté, mais avec colère ou peur, et c'est là qu'elles te manipulent. Garder ta paix ne signifie pas ignorer ce qui se passe. Cela signifie ne pas donner ce qui te soutient. Celui qui parvient à garder son calme au milieu de la tempête démontre une force qu'aucune attaque ne peut briser. Le stoïcisme enseigne que ta paix dépend de toi, pas de ce que font ou disent les autres. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient de la capacité à vivre selon sa propre nature, pas à plaire aux autres. Cela signifie que ton trésor n'est pas à l'extérieur, il est dans la façon dont tu choisis de gérer l'intérieur. Garder ta paix nécessite de comprendre que tous les conflits ne méritent pas ton énergie, que toutes les batailles ne doivent pas être combattues, et que parfois la plus grande victoire est de ne pas te laisser entraîner dans la boue. Celui qui garde sa paix apprend aussi à dire non. Non aux conversations vides qui ne font que t'épuiser, non aux personnes qui essaient de manipuler, non aux situations qui cherchent à voler de l'énergie sans rien apporter. Ce non est un acte de soin de soi, pas un acte d'égoïsme. Tout comme personne ne laisse un trésor être volé sous ses yeux, tu ne devrais pas non plus permettre qu'on te vole ton calme. Lorsque tu établis des limites claires, tu envoies un message fort. Ma paix n'est pas à vendre, mon calme n'est pas une monnaie d'échange. Imagine-toi marchant avec cette malle dans les mains. Chaque provocation, chaque attaque ou commentaire blessant est une tentative d'ouvrir la malle et de voler son contenu. Si tu la donnes au premier voleur, tu te retrouveras vide. Mais si tu la tiens fermement, si tu choisis de la protéger et de la garder fermée, personne ne pourra te voler ce qui te donne vraiment de la force. C'est la différence entre celui qui vit dominé par les autres et celui qui vit maître de lui-même. La pratique pour garder ta paix est constante. Cela signifie te regarder au milieu des conflits, reconnaître ce qui te perturbe et décider consciemment comment réagir. Cela signifie aussi lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, car dépenser de l'énergie sur ce qui est incontrôlable, c'est comme jeter ton trésor à la mer. Chaque jour, tu auras l'opportunité de choisir. Donner ta paix à celui qui te provoque ou la garder comme le trésor qu'elle est. Avec le temps, cette habitude devient ta plus grande richesse. Tu découvres qu'il n'y a pas de plus grand cadeau que de te lever sans charges inutiles, de marcher avec sérénité et de dormir sans l'inquiétude d'avoir laissé les autres diriger ta vie. Ta paix est ton trésor et la protéger est l'acte le plus radical de liberté. Celui qui la garde avec discipline devient quelqu'un d'indomptable, quelqu'un qui brille non pas parce qu'il crie plus fort, mais par le calme inébranlable de savoir que ce qui est le plus précieux est déjà à l'intérieur et que personne n'a le droit de le voler. 5. Choisissez comment réagir. L'étincelle qui allume le feu peut aussi éclairer le chemin. Tout dépend de la façon dont elle est utilisée. Il en va de même pour vos réactions. Ce qui vous arrive peut se transformer en un feu destructeur ou en une lumière qui vous renforce. Vous ne choisissez pas ce que les autres font ou disent, mais vous avez le contrôle de ce que vous renvoyez. Cette capacité est ce qui sépare ceux qui se laissent emporter par leurs émotions de ceux qui se gouvernent avec clarté.
Les personnes toxiques comptent sur votre réaction automatique. Elles attaquent, critiquent ou ridiculisent, espérant que vous répondrez avec colère, anxiété ou désespoir. Leur force se nourrit de votre impulsion, car lorsque vous répondez sans réfléchir, vous leur donnez le contrôle. Cependant, lorsque vous décidez comment réagir, vous brisez la chaîne qu'ils tentent d'imposer. Vous cessez d'être une proie facile et vous devenez quelqu'un qui choisit son champ de bataille. Ce changement déconcerte, car il démontre que votre pouvoir ne réside pas dans ce que vous recevez, mais dans ce que vous décidez de renvoyer. Le stoïcisme enseigne qu'entre chaque stimulus et votre réaction, il y a un espace. Cet espace est le véritable test de maîtrise, car c'est là que vous décidez si vous agissez en esclave de vos émotions ou en maître de vous-même. La colère peut apparaître, la tristesse peut surgir, même la peur peut frapper à votre porte, mais aucun d'eux n'est obligé de dicter votre réponse. Vous décidez si vous permettez à ces émotions de gouverner ou si vous les utilisez avec sagesse pour rester ferme. Visualisez-vous face à une tempête. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, ni contrôler le vent, mais vous choisissez comment marcher sous eux. Vous pouvez vous désespérer et dépenser de l'énergie inutilement ou avancer calmement, acceptant l'inévitable et protégeant votre direction. Vos réponses fonctionnent de la même manière. Vous ne pouvez pas éviter les attaques, mais vous pouvez toujours décider de réagir avec chaos ou avec clarté. Et cette décision fait la différence entre être dominé par l'environnement ou se dominer soi-même. Choisir comment réagir ne signifie pas faiblesse ou passivité. Cela signifie comprendre que toutes les batailles ne méritent pas votre voix et que parfois la meilleure réponse est le calme. Garder le silence peut être plus fort que de crier et un mot mesuré peut peser plus qu'un discours entier. La véritable force se reconnaît dans la capacité de décider avec sérénité au milieu de la provocation. Celui qui répond avec clarté envoie un message fort. Ma paix ne dépend pas de tes attaques. Elle dépend de ce que je décide de faire. Mettre cela en pratique nécessite de la discipline. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous déstabiliser, arrêtez-vous et posez-vous cette question. Quelle réponse me rapproche le plus de la personne que je veux être? Cette pause, brève mais puissante, brise la chaîne de l'impulsion. Vous pouvez décider de garder le silence, de donner une réponse ferme ou simplement de vous retirer. L'important est que la décision soit la vôtre et non celle de l'autre. Chaque choix conscient est un entraînement pour renforcer votre caractère. Avec le temps, cette pratique transforme votre vie. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de réagir pour démontrer votre pouvoir, car votre plus grand pouvoir est la capacité de choisir. Les gens peuvent vous provoquer, mais ils ne peuvent pas vous gouverner si vous décidez de garder le contrôle. Cette liberté fait de vous quelqu'un d'indomptable, une personne qui ne donne plus son énergie à ce qui est étranger. La maîtrise de la réponse est la maîtrise de la vie. Celui qui réussit à décider comment agir plutôt que de se laisser entraîner trouve une force que rien d'extérieur ne peut briser. C'est là le pouvoir du stoïcisme. Vous rappelez que vous ne contrôlez pas ce qui se passe, mais vous contrôlez toujours ce que vous en faites. 6. Ne prenez pas les attaques personnellement. L'écho dans une grotte répète n'importe quel son qu'il reçoit. Si quelqu'un crie des insultes, l'écho ne se sent pas offensé. Il ne fait que renvoyer ce qu'il a entendu. C'est ainsi que vous devriez affronter les attaques des autres, comprendre qu'ils ne parlent pas de vous, ils parlent de ce qu'ils portent en eux. Lorsque vous vous offusquez immédiatement, vous tombez dans le piège de croire que ces mots ont un poids réel sur votre valeur. Mais lorsque vous comprenez que les attaques sont le reflet de l'autre et non pas une définition de vous, alors vous récupérez le pouvoir qu'ils essayaient de vous arracher. Les personnes toxiques cherchent à projeter leur poison sur les autres. Ils attaquent parce qu'en eux, il y a un vide, de la frustration ou de l'insécurité. Chaque mot qu'ils lancent est un miroir de leur monde intérieur. Si vous tombez dans l'illusion de croire que leurs insultes sont des vérités, vous finissez par porter un poids qui ne vous appartient pas. Le stoïcisme enseigne que l'extérieur ne peut pas nuire à votre esprit à moins que vous ne lui donniez la permission.
Le problème n'est pas ce qu'ils disent, mais ce que vous décidez de faire avec ce qu'ils disent. Ne pas prendre les attaques personnellement signifie séparer le bruit extérieur de votre essence. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre valeur, et rien de ce qui sort de la bouche d'un autre ne peut le changer. Si quelqu'un vous traite de faible, cela ne vous rend pas faible. Si quelqu'un se moque de vous, cela ne diminue pas votre dignité. L'insulte perd de son pouvoir lorsque vous comprenez qu'elle est le reflet de l'esprit qui la prononce et non de votre réalité. Celui qui réagit avec fureur montre qu'il a remis son identité à l'opinion des autres, mais celui qui reste serein montre qu'il vit à partir d'une vérité plus profonde. Imaginez marcher avec un bouclier brillant. Chaque flèche lancée rebondit dessus et tombe au sol sans faire de mal. Ce bouclier est votre clarté intérieure. Lorsque vous savez que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres disent, chaque attaque perd de son tranchant. Cela ne signifie pas que vous n'écoutez pas. Cela signifie que vous choisissez de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. L'insulte que vous n'acceptez pas revient à celui qui l'a lancée. La moquerie que vous ne prenez pas personnellement devient du bruit perdu dans l'air. Le stoïcisme ne propose pas une indifférence vide, il propose une force consciente. Ce n'est pas ignorer ce qui se passe, c'est le reconnaître et ensuite décider ce qui mérite votre énergie. Si chaque mot offensant vous blesse, vous serez l'esclave du jugement des autres. Mais si vous apprenez à voir au-delà, vous découvrez que ce qu'ils disent de vous en dit plus sur eux que sur vous. L'esprit qui attaque sans raison est un esprit blessé, et le comprendre vous libère. Vous n'avez pas besoin de riposter, parce que vous savez que leur attaque vient d'une douleur qui n'est pas la vôtre. La pratique est simple, mais puissante. La prochaine fois que quelqu'un vous insulte ou vous critique sans raison, demandez-vous, cela parle-t-il de moi ou d'eux? Si vous voyez qu'il n'y a pas de vérité, alors il n'y a pas de raison de le porter. Cet instant de clarté est votre victoire. Ne pas répondre avec colère ne signifie pas lâcheté, cela signifie maîtrise. Celui qui se contrôle lui-même montre plus de force que celui qui frappe sans réfléchir. Avec le temps, vous apprenez que rien d'extérieur ne peut vous définir. Votre valeur n'est pas dans les mots des autres, elle est dans votre caractère, dans vos actions, et dans le calme avec lequel vous affrontez la provocation. Ne pas prendre les attaques personnellement, c'est lâcher le fardeau des autres et ne garder que ce qui vous appartient. C'est comprendre que les flèches lancées par les autres ne traversent pas votre esprit à moins que vous ne leur ouvriez la porte. C'est la véritable victoire stoïcienne. Marcher parmi les insultes et les critiques avec la tranquillité de celui qui sait qu'aucun mot ne peut toucher ce que vous êtes vraiment. Parce que l'opinion des autres change comme le vent, mais votre essence reste. Et celui qui apprend à ne pas prendre les attaques personnellement devient quelqu'un d'impossible. 7. Fais de ton présent ta force. Le sable d'un sablier ne s'arrête pas, il coule sans demander la permission. Le passé est déjà tombé au fond. Le futur n'existe pas encore, et tout ce que tu as entre tes mains est le grain qui descend en ce moment même. C'est ainsi que fonctionne la vie. Elle t'échappe lorsque tu t'accroches à ce qui n'est plus, ou lorsque tu es obsédé par ce qui n'est pas encore arrivé. Le présent est le seul terrain réel. Et si tu n'en fais pas ta force, tu seras l'esclave de souvenirs douloureux ou de peurs paralysantes. Les personnes toxiques ont tendance à profiter de ton manque d'attention au présent. Elles te manipulent en te rappelant tes erreurs passées ou en semant des doutes sur ce qui va arriver. Si tu leur donnes ton esprit, elles te piègent sur un terrain où tu ne peux pas agir. Mais lorsque tu décides de te concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant, tu désarmes leur stratégie. Personne ne peut manipuler celui qui vit pleinement conscient de l'instant, car sa force ne dépend ni de ce qui s'est passé, ni de ce qui pourrait arriver, mais de ce qu'il décide en ce moment. Le stoïcisme enseigne que la vie se vit instant par instant. Marc Aurèle le répétait, nous ne vivons ni le passé ni le futur, seulement le présent.
Cela signifie que ton pouvoir ne réside pas dans le regret de ce que tu ne peux plus changer, ni dans la souffrance de ce qui n'est pas encore arrivé. Il est dans l'utilisation de ce moment comme ton bouclier et ton épée. Chaque respiration consciente, chaque pensée contrôlée, chaque décision prise calmement est une brique avec laquelle tu construis une forteresse indestructible au milieu du chaos. Faire de ton présent ta force ne signifie pas ignorer l'avenir ou nier ce qui s'est passé. Cela signifie ne pas vivre enchaîné à cela. Le passé peut t'enseigner, mais il ne peut pas te gouverner. L'avenir peut te motiver, mais il ne peut pas te dominer. Le présent est le seul endroit où tu peux agir, et cette action consciente est ce qui définit ton destin. Lorsque tu t'entraînes à vivre ici, tu réduis l'influence des provocations externes, car rien ne peut te sortir de ton centre si ton esprit est ancré dans cet instant. La pratique requiert de la discipline. Observe ta respiration, sens ton corps, écoute ce qui se passe autour de toi. Chaque fois que ton esprit veut courir vers des souvenirs ou des préoccupations, ramène-le au présent. Fais-le au milieu des conversations, des conflits, des provocations. Tu découvriras que lorsque tu restes dans le présent, les attaques des autres perdent de leur force parce qu'elles ne parviennent pas à t'entraîner vers ce qui est déjà passé ou vers ce que tu crains qui arrive. Fais de ton présent ta force et tu verras comment ta vie change. Tu seras plus serein, plus clair et plus difficile à manipuler. Parce que celui qui vit dans le présent ne se perd pas dans des batailles invisibles. Il ne se bat que celles qui ont du sens et répond depuis le calme du réel. Le présent est ton bouclier, ton arme et ton refuge. Apprendre à vivre en lui est le plus grand acte de liberté que tu peux pratiquer. 8. Célèbre chaque réaction que vous contrôlez. Le feu s'éteint lorsqu'il ne trouve plus de bois. Aussi intense qu'il puisse paraître, sans combustible, il finit par s'éteindre. Il en va de même pour les conflits. Si vous ne leur donnez pas votre réaction, ils meurent par manque de nourriture. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre avec colère ou de ne pas vous laisser entraîner par la provocation, vous éteignez un incendie avant qu'il ne consume votre paix. Et cet acte silencieux, bien qu'il puisse paraître petit, mérite d'être célébré car il reflète une maîtrise que peu atteignent. Les personnes toxiques cherchent constamment votre réaction. Ils se nourrissent de votre colère, de votre anxiété, de votre besoin de prouver quelque chose. Ils lancent des provocations comme on lance des étincelles dans une forêt sèche en espérant qu'elle brûle. Mais lorsque vous choisissez de ne pas réagir, lorsque vous décidez que votre énergie vaut plus qu'une confrontation vide, ces étincelles tombent sur la pierre et s'éteignent sans pouvoir. Ce qui semble être une simple non-réponse est en réalité une victoire, car elle montre que votre esprit a gagné la bataille interne. Le stoïcisme enseigne que la grandeur ne réside pas dans le fait de répondre à tout, mais dans le fait de savoir ce qui mérite une réponse et ce qui mérite le silence. Chaque non-réaction est un entraînement. Chaque moment où vous vous retenez et choisissez l'autocontrôle, vous renforcez le muscle de la discipline intérieure. Et comme tout muscle, plus vous l'exercez, plus il devient fort. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous sortir de votre centre, souvenez-vous que vous retenir n'est pas perdre, c'est gagner du pouvoir sur vous-même. Célébrer la non-réaction ne signifie pas devenir passif ou tolérer les abus. Cela signifie reconnaître que votre valeur ne dépend pas de vous abaisser au niveau de l'autre. Lorsque quelqu'un vous provoque et que vous choisissez de rester calme, non seulement vous vous protégez, mais vous envoyez également un message clair. Vous n'avez pas de pouvoir sur moi. Ce moment devrait vous rendre fier, car vous avez réussi ce que beaucoup ne parviennent pas à faire, dompter l'impulsion immédiate et privilégier votre paix. Imaginez un guerrier qui, au milieu du combat, décide de ne pas lever l'épée face à une provocation inutile. Sa force ne se mesure pas au nombre de coups qu'il donne, mais au nombre de coups qu'il évite de donner inutilement. Il en va de même pour votre esprit lorsque vous célébrez chaque non-réaction. Il ne s'agit pas de lâcheté, il s'agit de stratégie. Vous économisez de l'énergie, vous protégez votre clarté et vous gardez le contrôle total de la situation.
Le véritable pouvoir ne réside pas dans la démonstration bruyante, mais dans la démonstration de maîtrise. La pratique nécessite de l'attention. Chaque fois que vous faites face à une provocation et que vous parvenez à rester calme, reconnaissez l'effort. Dites-vous, aujourd'hui, j'ai choisi ma paix plutôt que le chaos. Cette affirmation renforce votre discipline et vous rappelle que votre force grandit en silence. Peu à peu, ces victoires invisibles s'accumulent et deviennent la base d'une vie plus libre. Car celui qui célèbre ses non-réactions apprend à valoriser le contrôle plutôt que le déchargement momentané d'émotions. Le monde est plein de gens qui répondent sans réfléchir, qui se laissent emporter par chaque mot et perdent le contrôle en quelques secondes. Distinguez-vous en étant celui qui célèbre quand il parvient à se retenir, celui qui sourit en réalisant qu'il n'est plus l'esclave de la provocation. C'est une raison de fierté, car c'est le signe d'une véritable croissance. Chaque non-réaction est une graine de liberté. Avec chacune, vous construisez un terrain où personne ne peut vous manipuler, où votre paix reste intacte et votre esprit ferme. Célébrez ces victoires silencieuses, car ce sont elles qui font de vous quelqu'un d'indomptable. Celui qui apprend à se réjouir de son autocontrôle devient maître de lui-même, et c'est la plus grande célébration qu'un stoïcien puisse avoir. La vie est comme une pièce sombre, pleine d'objets en désordre. Tu marches à tâtons entre eux, tu trébuches, tu te cognes, et tu maudis ton sort. Ce n'est pas le destin qui te pousse contre les bords, c'est le désordre qui gouverne tes pas. C'est ainsi que tu te sens lorsque ton esprit, ton temps et tes relations ne sont pas en ordre. Chaque jour est un labyrinthe qui consomme ton énergie et éteint ta clarté. Le stoïcisme nous rappelle que le chaos ne vient pas de l'extérieur, mais naît en toi, lorsque tu permets à tes pensées, à ton environnement et à tes décisions de devenir un amas de déchets sans direction. Et voici la dure vérité que peu de gens veulent accepter. Si tu n'organises pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera pour toi, et il ne le fera pas en pensant à ton bien-être. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parcourir 12 leçons essentielles du stoïcisme. Des leçons qui ne sont pas des idées abstraites ou de belles phrases pour te motiver un moment, mais des principes pratiques, directs et même agressifs que tu peux appliquer dans ta routine quotidienne. Chacune est un coup contre la paresse, contre l'excuse et contre la médiocrité qui est si normalisée dans ce monde. Tu vas découvrir que l'ordre n'est pas une cage, c'est une déclaration de liberté. Que chaque minute que tu prends en main est un acte de respect envers toi-même. Que nettoyer ton environnement, prendre soin de ce que tu consommes et rompre avec ce qui te draine ne sont pas des caprices, ce sont des stratégies pour construire du pouvoir intérieur. Reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas une vidéo pour te sentir à l'aise. C'est un appel à te réveiller, à organiser ton existence avec la discipline d'un guerrier et la sérénité d'un sage. Parce que seul celui qui maîtrise l'ordre retrouve le contrôle total de sa vie. 1. Assume la responsabilité totale de ta vie. Pense à un guerrier qui entre dans la bataille sans bouclier ni épée, espérant que quelqu'un d'autre lui donnera les armes en plein combat. C'est absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que font ceux qui blâment les autres pour leur situation, ceux qui attendent que la vie, la chance ou même une autre personne vienne les sauver du chaos dans lequel ils se trouvent. Cette attitude est le reflet d'un bateau à la dérive, un bateau qui est poussé par la force des vagues mais qui n'atteint jamais une destination parce qu'il n'y a pas de capitaine à la barre. Et voici la vérité inconfortable. Si tu ne prends pas le contrôle total de ta vie, tu finiras inévitablement par être contrôlé par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Le stoïcisme ne sucre pas cette réalité. Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque ont été clairs dans leur enseignement. La vie ne te doit absolument rien. C'est toi qui dois mettre de l'ordre, de la clarté et de la direction dans ton existence. Chaque mot que tu prononces, chaque décision que tu prends ou remets à plus tard, chaque action que tu fais ou que tu évites, est à toi. Assumer la responsabilité, c'est accepter courageusement que la vie que tu as aujourd'hui est le résultat de tes choix passés.
de ce que tu as décidé de faire ou de ne pas faire. Il est facile de pointer du doigt la société, la famille, le patron ou le gouvernement, mais cette excuse n'est qu'une façon sophistiquée de fuir soi-même. Assumer la responsabilité totale ne signifie pas porter des culpabilités inutiles, ni vivre en se reprochant constamment ses erreurs. Cela signifie regarder la vie en face et déclarer « Si je suis à ce point, c'est parce que je l'ai permis ou parce que je n'ai pas fait assez pour le changer. » Cette acceptation fait mal, car elle brise le fantasme que nous sommes des victimes innocentes, emportées par des circonstances inévitables. Mais en même temps, elle libère, car elle te rend le pouvoir. Quand tu comprends que c'est toi qui as laissé la porte ouverte au désordre, tu comprends aussi que c'est toi qui peux la fermer et mettre de l'ordre une fois pour toutes. Beaucoup préfèrent rester dans le confort de la plainte. Ils se répètent des phrases comme « Je n'ai pas eu de chance, on ne m'a jamais soutenu, le monde est contre moi ». Et même si le monde peut être dur et les circonstances adverses, il reste toujours un espace de liberté, la façon dont tu décides de répondre. C'est la clé du stoïcisme. Tu peux perdre des richesses, tu peux faire face à des rejets, tu peux traverser des échecs, mais la façon dont tu assumes ces expériences est ce qui détermine vraiment si elles te détruisent ou te renforcent. Si ta vie est désordonnée, ce n'est pas parce que l'univers te déteste, mais parce que tu n'as pas pris fermement le contrôle. Si ton esprit est plein de bruit, c'est parce que tu n'as pas mis de limite à ce que tu consommes. Si ton environnement est chaotique, c'est parce que tu n'as pas eu la discipline de l'organiser. Si ton corps se détériore, c'est parce que tu l'as traité comme un dépôt et non comme un temple. C'est la dureté de la responsabilité. Elle te laisse sans excuse. Personne ne va venir magiquement mettre de l'ordre dans ce que tu négliges toi-même. Le véritable stoïcien n'attend pas de sauveur, car il sait qu'il n'existe pas. Il ne s'assoit pas pour pleurer devant la tempête, il marche sous la pluie, accepte le froid et maintient fermement le cap. Quand tu assumes la responsabilité, chaque jour devient une bataille que tu mènes avec discipline, une conquête qui dépend uniquement de toi. Chaque minute peut être un terrain gagné ou perdu, mais la décision est entre tes mains. Au final, tu as deux chemins. Continuer à déléguer ton pouvoir et à traîner des excuses, ou te lever avec force et déclarer que ta vie est à toi, avec tout ce que cela signifie. Oui, il est dur d'accepter qu'il n'y a personne à blâmer, mais il est encore plus dur de vivre toujours sous l'ombre de l'impuissance. 2. Conçois ton calendrier avec intention. Pense à un sablier. Chaque grain qui tombe est une seconde de ta vie qui ne revient pas. Peu importe combien tu le secoues, peu importe combien tu résistes, le flux est constant et impitoyable. Le problème est que beaucoup laissent ces grains s'écouler sans direction, comme si la vie était une loterie et non une œuvre qui se construit jour après jour. Ils vivent avec le sentiment que le temps est abondant, alors qu'en réalité, c'est la ressource la plus fragile et limitée. Voici la différence entre un homme discipliné et un homme perdu. Le premier organise son temps avec intention. Le second le gaspille comme s'il était infini. Le stoïcisme enseigne que maîtriser le temps, c'est maîtriser la vie. Marc Aurèle l'a écrit crûment. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous le gaspillons. Chaque jour est un terrain que tu peux conquérir ou céder sans combattre. Si tu ne conçois pas ton calendrier, si tu ne décides pas ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et crois-moi, il ne le fera pas en pensant à tes objectifs ni à ton bien-être. Quelqu'un remplira ton agenda avec ses priorités, ses caprices et ses urgences, et tu finiras esclave d'engagements que tu n'as jamais choisis. Concevoir ton calendrier avec intention ne signifie pas le remplir de tâches interminables. Il ne s'agit pas de te saturer pour te sentir productif, car cela aussi est une tromperie. Il s'agit de choisir clairement ce qui compte vraiment. Écrire l'essentiel, ce qui te rapproche de tes objectifs, ce qui renforce ton esprit et ton caractère. Chaque bloc de temps que tu attribues est une déclaration de pouvoir. Si tu réserves de l'espace pour exercer ton corps, tu dis que ta santé est une priorité.
Si tu mets de côté des minutes pour la lecture, tu rappelles que ton esprit mérite de grandir. Si tu gardes le silence pour réfléchir, tu choisis la clarté plutôt que le bruit. C'est cela l'intention. Vivre avec une direction, pas à la dérive. L'erreur la plus courante est de vivre en réagissant. Tu te réveilles et tu vérifies ton téléphone, et immédiatement l'agenda des autres envahit le tien. Messages, mails, notifications. Sans t'en rendre compte, tu as déjà cédé ton matin au monde extérieur. La journée entière devient un champ de bataille où tu es toujours en train d'éteindre des feux étrangers, jamais en train de construire le tien. Le stoïcien, en revanche, comprend que le matin est sacré. C'est pourquoi il conçoit des rituels, organise son calendrier et s'assure que les premières heures sont alignées avec ce qui compte vraiment. Ne pas concevoir ton temps, c'est comme ouvrir les portes de ta maison pour que n'importe qui entre et place ses meubles où il veut. Tu finis entouré de désordre, avec des choses que tu n'as pas choisies, avec des espaces que tu ne reconnais pas. Il en va de même pour ton calendrier. Si tu ne l'organises pas, tu finiras par occuper ta vie avec ce que les autres veulent de toi, et non avec ce dont ton âme a besoin. Concevoir ton calendrier est un acte de souveraineté. C'est déclarer que ta vie n'est pas une décharge d'urgence externe, mais un espace qui mérite du respect. Certains diront qu'ils n'ont pas le temps, mais la vérité est qu'ils n'ont pas de priorité claire. Nous avons tous les mêmes heures dans une journée. La différence réside dans la manière dont nous les utilisons. Et c'est là que le stoïcisme est dur. Si ta vie te semble vide, ne blâme pas l'horloge, blâme ton désordre. Si tu ne progresses pas, ce n'est pas parce que le temps est injuste, c'est parce que tu le dépenses en ce qui ne compte pas. Concevoir ton calendrier avec intention, c'est construire une carte. Cette carte n'évite pas les tempêtes, mais elle te donne une direction pour les traverser. Tu ne peux pas contrôler combien de temps il te reste, mais tu peux décider comment profiter de chaque grain qui tombe dans ton sablier. 3. Crée des rituels au début et à la fin de la journée. La vie ressemble à un champ de bataille. Si tu y entres sans préparation, sans bouclier ni stratégie, tu es une proie facile pour le premier coup. Mais si à l'aube, tu vérifies tes armes, ajuste ton armure et définis ton plan, peu importe ce qui se passe pendant la journée, tu auras une direction et de la force. Ce sont les rituels, pas des superstitions vides, mais des actes conscients qui te préparent à affronter le chaos avec discipline et à terminer la journée avec clarté. Le début de la journée est comme ouvrir les portes d'une forteresse. Si tu le fais brusquement, sans ordre, n'importe qui peut entrer. Soucis, distraction, urgence d'autrui. Mais si tu établis un rituel, tu marques ton territoire. Tu peux commencer par quelque chose de simple, respirer profondément, écrire tes priorités, remercier pour ce que tu as, bouger un peu pour activer le corps. Il ne s'agit pas de la quantité d'action, mais de l'intention. Ce que tu fais le matin ne fait pas seulement ordonner ton agenda, il ordonne ton esprit. Il te rappelle que le contrôle commence par toi, pas par ce que les autres attendent de toi. La fin de la journée est tout aussi importante. Beaucoup arrivent à la nuit épuisés, avec l'esprit chargé de choses en attente et de culpabilité, et se jettent au lit comme quelqu'un qui s'effondre après un combat. Le problème est que de cette façon, tu ne fermes pas les cycles, tu accumules simplement plus de poids. Le rituel nocturne est ta façon de lâcher prise. Cela peut être de réfléchir à ce que tu as appris, d'écrire ce qui s'est bien passé et ce que tu dois améliorer, de lire quelques pages qui nourrissent l'esprit ou simplement de garder le silence quelques minutes. Cette clôture envoie un message à l'inconscient. La journée est terminée. Je l'ai affrontée avec ce que j'avais. Demain, il y aura une autre bataille. Le stoïcisme enseigne que la vie ne se transforme pas par de grands gestes, mais par des pratiques constantes. Un rituel quotidien est un rappel que tu ne vis pas en pilote automatique, que tu choisis comment tu commences et comment tu termines. Et lorsque tu répètes ces actes, peu à peu ton esprit se discipline. Tu ne te lèves plus avec anxiété, ni ne te couches avec chaos, parce que tu as entraîné ton corps et ton esprit à reconnaître qu'il y a un ordre, un début et une fin.
Beaucoup sous-estiment le pouvoir de ces pratiques parce qu'elles semblent simples. Mais observe la différence entre quelqu'un qui commence la journée en vérifiant les réseaux sociaux et quelqu'un qui la commence en écrivant 3 priorités claires. Observe la différence entre celui qui s'endort avec la télévision allumée et celui qui se couche après avoir réfléchi en silence. Le premier se consume en distraction, le second construit une force intérieure. Le changement n'est pas immédiat, mais il est profond. Un rituel est une ancre au milieu de la tempête. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe pendant la journée, mais tu peux décider comment tu le reçois au début et comment tu le rends à la fin. Ces 2 moments sont à toi, et si tu les protèges avec discipline, le reste de ta vie commencera à s'aligner. Parce que celui qui maîtrise ses débuts et ses fins, maîtrise tout le trajet. 4. Range ton environnement physique. Imagine entrer dans une maison abandonnée, poussière dans l'air, meubles cassés, fenêtres sales et coins sombres. Chaque pas que tu fais est lourd, chaque regard te rappelle qu'il n'y a pas de vie ici, seulement de l'abandon. Maintenant demande-toi, combien de cet abandon se reflète dans ton propre espace, sur ton bureau, dans ta chambre, dans ton bureau. L'endroit où tu habites est un miroir direct de ton esprit. Et bien que beaucoup le sous-estiment, vivre dans un environnement chaotique, c'est vivre avec l'esprit enchaîné, car le désordre extérieur est une chaîne invisible qui te vole de l'énergie et de la clarté. Le stoïcisme insiste sur le fait que l'extérieur ne définit pas qui tu es, mais il influence comment tu penses et agis. Tu ne peux pas prétendre cultiver la tranquillité intérieure tout en marchant parmi des tas de vêtements jetés, des papiers sans sens ou des assiettes accumulées. Le chaos physique est un rappel constant des tâches en attente, des promesses non tenues, de la discipline oubliée. Même si tu dis que cela ne te dérange pas, même si tu l'ignores, ton esprit le note. Chaque objet hors de sa place est un petit poids qui, accumulé, finit par t'épuiser. Le désordre draine ton énergie, tandis que l'ordre la multiplie. Ranger ton environnement physique n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une stratégie. C'est déclarer que ta vie a une direction. Quand tu nettoies ton bureau, tu ouvres l'espace à de nouvelles idées. Quand tu organises ta chambre, tu prépares ton corps à un vrai repos. Quand tu ranges ta cuisine, tu crées les conditions pour prendre soin de ce que tu consommes. Chaque action externe envoie un message à ton intérieur. Ici, il y a du contrôle. Ici, il y a de la clarté. Ici, il y a du respect. Et celui qui respecte son environnement commence inévitablement à se respecter lui-même. L'erreur de beaucoup est de penser que le désordre n'a pas d'importance. Ils disent qu'ils travaillent bien dans le chaos, qu'ils se sentent à l'aise dans celui-ci. Mais ce qui se passe vraiment, c'est qu'ils se sont habitués à la médiocrité. Le chaos donne une fausse sensation de liberté, alors qu'en réalité, c'est un piège qui nourrit la paresse. Tu vis en disant « je le rangerai plus tard » et ce plus tard n'arrive jamais. Pendant ce temps, ton esprit se perd dans les distractions, ta motivation s'éteint et ta volonté s'affaiblit. Le stoïcien sait que l'ordre extérieur est un entraînement pour l'ordre intérieur. Tu ne peux pas prétendre résoudre tes plus grands dilemmes si tu es incapable de mettre en place ce que tu as devant toi. Chaque acte de nettoyage est un acte de discipline. Chaque objet que tu décides de lâcher est un rappel que tu n'as pas besoin de porter plus que nécessaire. En rangeant ton environnement, tu entraînes la tempérance, tu te rappelles que tu contrôles ton espace, et que ton espace, à son tour, influence ton esprit. Beaucoup cherchent de grands changements dans leur vie, mais oublient que la transformation commence par les petites choses. Ouvrir un tiroir et décider ce qu'il faut garder et ce qu'il faut lâcher peut sembler insignifiant, mais c'est une métaphore de la vie elle-même. Combien de choses traînes-tu qui ne servent plus? Combien de charges inutiles soutiens-tu par habitude? Ranger est un acte d'amour envers soi-même parce qu'il t'apprend à garder ce qui compte vraiment et à laisser aller ce qui n'a plus de valeur. Quand tu vis entouré de désordre, ton esprit s'habitue au bruit. Quand tu vis en ordre, ton esprit apprend à respirer. C'est pourquoi chaque coin propre, chaque espace organisé devient un allié silencieux de ta discipline. L'ordre physique est comme un champ fertile.
Ce que tu y sèmes y poussera avec plus de force. Et si tu le négliges, la seule chose qui poussera seront les mauvaises herbes qui, tôt ou tard, prendront le dessus sur tout. 5. Planifie avec une vision à long terme. Pense à un archer qui tire ses flèches à courte distance sans regarder au-delà de quelques mètres. Il peut réussir quelquefois, mais il n'atteindra jamais une cible qui est loin. Il ne dépassera jamais la barrière de l'immédiat. C'est ainsi que beaucoup vivent, pris dans ce qui se passe aujourd'hui, à résoudre l'urgent, à éteindre des incendies, sans se rendre compte que chaque action sans direction les transforme en esclaves de l'improvisation. Celui qui ne planifie pas, n'avance pas, il tourne simplement en rond en croyant qu'il bouge. Le stoïcisme nous enseigne que la vie doit être vécue avec un but, et le but va toujours au-delà du présent immédiat. Planifier avec une vision à long terme ne signifie pas être obsédé par l'avenir, ni se perdre dans des fantasmes. Cela signifie tracer un chemin qui donne de la cohérence à tes décisions. Quand tu sais où tu vas, chaque action de la journée a un sens. Chaque effort devient un investissement. Quand tu n'as pas de direction, n'importe quoi peut t'entraîner, n'importe quelle distraction peut te voler du temps, et n'importe quel obstacle peut te paralyser. Ceux qui ne planifient pas sont souvent victimes de l'urgence. Ils vivent en éteignant des problèmes et en croyant que cette réaction constante est de la productivité, alors qu'en réalité, c'est de l'épuisement. Ils se concentrent sur la survie du jour plutôt que sur la construction de demain. Le stoïcien ne se laisse pas tromper par l'immédiateté. Il comprend que ce qu'il fait aujourd'hui est une graine qui grandira avec le temps, et que semer sans direction ne récoltera que de la frustration. Planifier avec une vision à long terme, c'est regarder ta vie comme si c'était un échiquier. Chaque mouvement compte, chaque décision ouvre des possibilités ou ferme des chemins. Il ne s'agit pas de gagner toutes les parties en un jour, mais de jouer avec stratégie, en pensant à ce qui vient ensuite. L'ordre que tu cherches ne vient pas du hasard. Il vient de la capacité à regarder au-delà de l'immédiat et à maintenir une discipline qui ne dépend pas de résultats rapides. L'erreur de beaucoup est de croire que l'avenir se construit avec des désirs. Ils veulent un corps fort, mais ne planifient pas d'entraînement. Ils veulent la paix mentale, mais ne conçoivent pas d'espace de silence. Ils veulent du succès, mais ne tracent pas de pas concrets. Le désir sans planification est de la fumée. Il se dissipe rapidement et ne laisse rien. La vision à long terme exige une action quotidienne. Elle exige de la constance même quand il n'y a pas de résultats immédiats. Et voici la différence. Celui qui planifie avec vision supporte l'attente parce qu'il sait que chaque pas le rapproche. Celui qui ne le fait pas se désespère, abandonne et revient au point de départ. Planifier, c'est aussi apprendre à dire non. Non à ce qui détourne. Non à ce qui distrait sans construire, non à ce qui brille mais ne nourrit pas. Si ta vision est claire, chaque décision devient plus simple. Le chaos diminue parce que tu ne doutes plus à chaque croisement de chemin. Tu sais déjà quelle direction sert ton but et laquelle ne le fait pas. La clarté te fait économiser de l'énergie et transforme ton temps en une ressource qui travaille en ta faveur. Le stoïcien ne laisse pas la vie le surprendre avec de l'improvisation, il l'affronte avec prévision. Il sait qu'il y aura des obstacles, mais planifier, c'est être prêt pour eux. Il ne s'agit pas d'éliminer l'incertitude, mais d'avoir la force et la stratégie pour avancer même lorsque le chemin devient difficile. Chaque plan est un rappel que ta vie t'appartient et que ton destin ne dépend pas de la chance, mais de la direction que tu choisis. Planifier avec une vision à long terme, c'est déclarer que tu ne vis pas seulement pour survivre au jour le jour. C'est vivre avec un regard qui transcende, qui organise, qui construit. Parce que l'ordre réel n'est pas dans ce que tu fais seulement aujourd'hui, mais dans ce que tu décides de construire avec constance pour demain comme routine. 6. Prends soin de ce que tu consommes avec ton esprit. Imagine une rivière cristalline qui coule de la montagne. Son eau est pure, propre et capable d'étancher la soif de quiconque. Maintenant, pense à ce qui se passe quand peu à peu quelqu'un jette des déchets, des produits chimiques et des résidus dans cette rivière. L'eau ne calme plus, elle empoisonne.
il en va de même pour ton esprit. Tu nais avec la capacité de clarté, de concentration et de force, mais ce que tu permets d'entrer en toi finit par définir la qualité de tes pensées et par conséquent de ta vie. Les déchets que tu consommes deviennent du bruit mental et des chaînes invisibles qui te lient au désordre. Le stoïcisme enseigne que ce que tu penses est ce qui construit ta réalité. Tu ne peux pas aspirer à avoir la paix si tu nourris ton esprit avec des ragots, de la haine, des nouvelles conçues pour générer de la peur. Tu ne peux pas espérer de la discipline si ton attention est gaspillée en distractions superficielles qui te font te sentir occupé, mais qui ne te mènent nulle part. Ce qui entre par tes yeux et tes oreilles façonne ton caractère autant que ce que tu manges façonne ton corps. Aussi simple que cela, aussi percutant que cela. Prendre soin de ce que tu consommes avec ton esprit est un acte de responsabilité personnelle. Il ne s'agit pas de t'enfermer dans une bulle, ni de fuir la réalité, il s'agit de sélectionner fermement ce qui mérite ton attention. Si tu remplis ta tête de plaintes, tu finiras par te voir comme une victime. Si tu consommes tout ce qui brille à l'écran, tu finiras vide. Si tu consacres tes heures à te comparer sur les réseaux sociaux, tu finiras par croire que ta vie est insuffisante. En revanche, si tu choisis de lire des idées qui nourrissent, d'écouter des conversations qui élèvent ou de consacrer du temps au silence qui éclaire, ton esprit devient un terrain fertile où la force grandit. L'erreur commune est de penser que l'esprit supporte tout, que tu peux le remplir de déchets et que rien ne change. Mais l'esprit est comme un jardin, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu sèmes du ressentiment, tu récolteras de l'amertume. Si tu sèmes de la peur, tu vivras paralysé. Si tu sèmes de la discipline et de la clarté, tu vivras avec une direction. Le désordre mental ne vient pas seul, tu le construis à travers ce que tu consommes chaque jour. Et l'ordre n'apparaît pas non plus de nulle part, tu le construis avec chaque choix conscient de l'endroit où tu mets ton attention. Le stoïcien comprend que prendre soin de l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est pourquoi il limite ce qui le contamine. Ce n'est pas qu'il ignore le monde, c'est qu'il choisit avec sagesse comment interagir avec lui. Il comprend que son temps et son attention sont des trésors trop précieux pour être gaspillés en banalité. Chaque pensée qui entre est comme un invité dans sa maison. Il n'ouvre pas la porte à n'importe qui, car il sait que certains invités viennent pour nourrir et d'autres seulement pour détruire. Prendre soin de ce que tu consommes avec ton esprit implique aussi d'apprendre à utiliser le silence. Tout ne doit pas être de l'information. Parfois, la meilleure façon de nourrir l'esprit est de le laisser respirer, de lui donner de l'espace pour traiter, pour observer sans bruit. Le silence n'est pas vide, c'est nourriture. C'est là que naît la clarté, où tu peux voir avec perspective ce qui compte vraiment et ce qui n'est que distraction. Le chaos mental est la racine de nombreux maux. Les personnes qui n'arrivent pas à se concentrer, qui se sentent épuisées sans raison, qui vivent irritées, ne comprennent pas que l'origine est dans ce qu'elles consomment. Elles ont permis que la rivière de leur esprit soit tellement polluée qu'elles ne reconnaissent plus l'eau pure qu'elles avaient auparavant. Ordonner l'esprit, c'est commencer à filtrer, à nettoyer, à choisir fermement et à ton environnement, car ils te pousseront aussi à être meilleur. 7. Rompez avec les relations toxiques. Marcher avec quelqu'un qui vous pousse constamment vers un marais n'est pas de la compagnie, c'est une condamnation. C'est ainsi que sont les relations toxiques. Elles semblent être de la compagnie, mais en réalité, ce sont des chaînes déguisées en proximité. Ils vous sourient pendant qu'ils sabotent votre confiance. Ils vous serrent dans leurs bras pendant qu'ils affaiblissent votre esprit et ils vous parlent pendant qu'ils éteignent votre voix. Rester là, c'est accepter un empoisonnement lent qui mine votre caractère et vole l'énergie que vous pourriez investir pour grandir. Le stoïcisme enseigne que vous ne contrôlez pas les actions des autres, mais que vous avez le pouvoir de décider qui vous laissez entrer dans votre cercle. Une relation saine stimule, nourrit et renforce. Une relation toxique fait le contraire. Elle use, confond et coule.
Il n'est pas possible d'aspirer à une clarté mentale et à un ordre intérieur, tout en cohabitant avec des personnes qui génèrent constamment le chaos. Le désordre dans vos liens est un reflet direct du désordre dans votre vie. Rompre avec ces relations n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de justice envers vous-même. Beaucoup ont peur de lâcher prise parce qu'ils confondent loyauté avec esclavage émotionnel. Ils pensent que rester est une preuve de bonté, alors qu'en réalité, c'est un sacrifice inutile qui détruit l'estime de soi. Le stoïcien comprend que la véritable loyauté est d'abord envers sa propre paix. Maintenir des liens nuisibles, c'est comme boire de l'eau empoisonnée pour ne pas offenser celui qui l'offre. La toxicité adopte de nombreuses formes, la critique constante déguisée en préoccupation, la manipulation déguisée en amour, l'indifférence déguisée en liberté. Si vous restez là, vous finissez par douter de vous-même, oublier votre valeur et perdre le contrôle de votre vie. Et voici la dure vérité. Personne ne peut vous respecter si vous ne vous respectez pas d'abord. S'éloigner de ce qui vous détruit est une forme d'ordre, une limite qui protège votre énergie et votre dignité. Il ne s'agit pas de couper les liens avec haine, mais avec fermeté. Le stoïcien n'a pas besoin de crier ni de se venger. Il reconnaît simplement que cette relation n'a plus sa place dans son chemin et il avance. La clarté est obtenue avec le silence, avec la distance, avec la décision de ne plus porter de pierres qui ne vous appartiennent pas. L'espace que vous libérez en lâchant ce qui est toxique devient un terrain fertile pour de nouvelles connexions, pour des relations qui ajoutent, qui respectent et qui accompagnent. Rester là où votre présence n'est pas valorisée, c'est accepter l'esclavage. S'éloigner est un acte de liberté. Et même si cela fait mal, cette douleur est bien moindre que l'usure d'une vie entière piégée dans un lien qui consomme votre force. L'ordre signifie aussi mettre des limites claires. Et l'une des plus importantes est de décider avec qui vous partagez votre temps et votre énergie. Rompre avec les relations toxiques, c'est ériger un mur invisible qui protège votre paix. C'est déclarer que votre vie ne sera pas la poubelle émotionnelle des autres, que votre valeur ne sera pas soumise à la manipulation ou au mépris. Parce qu'à la fin, si vous n'avez pas le courage de lâcher prise, vous ne pourrez pas avancer. Et tout ce que vous ne lâchez pas à temps deviendra le poids qui, tôt ou tard, vous entraînera au fond. C'est pourquoi vous devez être astucieux dans vos décisions. 8. Traite ton corps comme ta première maison. Un temple abandonné perd sa grandeur, non pas parce qu'il cesse d'être un temple, mais parce que personne n'en prend soin. Les murs se fissurent, le toit s'effondre, la lumière cesse de pénétrer et le sacré qui était à l'intérieur se flétrit. Il en va de même pour ton corps. C'est ta première maison, le seul espace que tu habites 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à la dernière seconde de ton existence. Et pourtant, beaucoup le négligent, le traitent comme un dépôt d'excès, le maltraitent comme s'il était remplaçable. Le désordre dans le corps est le début du désordre dans la vie. Prendre soin de son corps commence par de petits actes de discipline. Dormir à temps pour récupérer de l'énergie, bouger constamment pour le maintenir fort, le nourrir avec ce qui le nourrit au lieu de ce qui l'intoxique. Il ne s'agit pas de chercher la perfection esthétique, il s'agit de construire de la résistance, de l'équilibre et de la vitalité. Ton corps est comme un guerrier. Si tu l'entraînes, il répond avec force. Si tu l'abandonnes, il devient un poids que tu traînes. L'erreur commune est de croire que le corps supportera toujours, que tu peux le punir avec des excès, le soumettre à des journées sans repos, le remplir de déchets et espérer qu'il ne te présentera jamais la facture. Cette illusion s'effondre avec le temps. Chaque décision quotidienne, chaque abus, chaque négligence s'accumule en silence et finit par se manifester en maladie, en épuisement, en une vie plus courte et plus fragile. L'ordre physique commence par reconnaître que ton corps est une ressource limitée et que le prendre soin est un acte de respect envers ta propre existence. Le stoïcien comprend que le corps est l'allié de l'âme. Il ne l'adore pas comme une idole, mais il ne le méprise pas non plus.
Il en prend soin parce qu'il sait que l'esprit a besoin d'un support fort pour rester clair. L'équilibre mental ne peut pas être maintenu dans un corps brisé. Le courage ne se construit pas dans un corps qui peut à peine se lever. La tempérance ne fleurit pas non plus chez quelqu'un qui ne sait pas dire non aux excès qui le blessent. Le corps est le terrain où se cultivent les vertus stoïciennes. Traiter ton corps comme ta première maison signifie aussi écouter ce qu'il te dit. La fatigue n'est pas toujours une faiblesse, souvent c'est un appel au repos. La douleur n'est pas toujours un obstacle, parfois c'est un rappel que quelque chose a besoin d'attention. Ignorer ces signaux, c'est comme laisser ta maison s'effondrer sans la réparer. Un jour, tu te réveilles et tu découvres qu'il n'y a plus de fondations solides sur lesquelles te tenir. Prendre soin de son corps n'est pas de l'indulgence, c'est une stratégie. C'est donner à ta vie la base dont elle a besoin pour soutenir de grands projets, pour résister aux adversités, pour marcher avec assurance. Un corps discipliné est un bouclier contre le chaos. C'est une source d'énergie qui te permet de garder le contrôle même au milieu des tempêtes. Le corps est ton temple, ta forteresse et ton refuge. Ne l'abandonne pas, ne le maltraite pas, ne l'ignore pas. Traite-le avec respect, nourris-le avec ce qui le renforce, bouge-le pour qu'il ne rouille pas, protège-le de l'excès qui le détruit. Parce que si tu ne prends pas soin de ta première maison, aucun autre ordre dans ta vie ne sera suffisant pour te soutenir toujours. Le visage peut se remplir de rides, mais l'esprit ne vieillit que lorsque tu décides d'abandonner. La jeunesse ne s'oxyde pas sur la peau, elle s'oxyde dans l'esprit de ceux qui vivent en portant des culpabilités, du stress et du conformisme. Le corps ne s'éteint pas avec les années, il s'éteint par manque de passion, par excès de bruit intérieur et par les batailles que tu n'oses jamais affronter. C'est la vérité que personne ne veut entendre. Tu ne te flétris pas parce que le calendrier avance, tu te flétris parce que tu as choisi de laisser la vie te passer dessus. Le monde insiste pour vendre des formules magiques, des crèmes miraculeuses et des chirurgies qui promettent d'arrêter le temps. Mais le temps ne s'arrête pas. Ce que tu peux arrêter, c'est la manière dont tu le laisses te détruire. La jeunesse n'est pas dans le fait de cacher les rides, elle est dans le calme d'un esprit ferme, dans la force d'un corps qui bouge, dans la discipline d'un esprit qui ne se laisse pas emporter par le chaos. Celui qui apprend à contrôler ses émotions, à prendre soin de son environnement, à se reposer avec un but, à lâcher les rancunes, à bouger le corps constamment et à se parler avec respect, celui-là ne vieillit pas, il se renforce. Et c'est ici que beaucoup s'effondrent. Ils pensent que vieillir est inévitable, alors qu'en réalité, ce qui vieillit ne sont pas les années, mais les habitudes qui t'asservissent. Ce n'est pas un message de consolation, ni un discours d'espoir vide. C'est un rappel cru et réaliste. Ta vitalité dépend de toi. Maintenir la jeunesse n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. C'est un choix quotidien qui nécessite du courage, de la discipline et de la vérité. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas un ornement pour te sentir mieux. C'est un coup direct à la conscience. Ta jeunesse n'est pas dans ta peau, elle est dans la façon dont tu choisis de vivre. Le stress te vieillit, le calme te rajeunit. Une rivière qui ne se repose jamais finit par déborder et détruire tout ce qu'elle touche. C'est ainsi que fonctionne le stress dans le corps. Il ronge en silence, use les nerfs, affaiblit le cœur et éteint le regard. L'erreur est de penser que c'est une partie inévitable de la vie moderne, comme si le porter était un prix que tout le monde doit payer. Mais le stress n'est pas neutre, il s'infiltre dans la peau, dans la posture, dans la voix, dans l'énergie. Chaque souci inutile devient une ride, chaque charge émotionnelle un poids qui rétrécit, chaque réaction impulsive une fissure de plus qui érode la vitalité. Les stoïciens comprenaient bien cette bataille. Bien qu'ils n'utilisaient pas le mot stress, ils le reconnaissaient sous la forme de passions incontrôlées, de peurs paralysantes, de soucis pour ce qui ne dépend pas de nous. Épictète répétait que la liberté commence par distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Celui qui se concentre sur ce qu'il peut gérer vit avec sérénité.
tandis que celui qui gaspille de l'énergie sur ce qui n'est pas entre ses mains se flétrit prématurément. Le stress est un ennemi invisible qui se nourrit de pensées. Il suffit de répéter encore et encore ce qui dérange, ce qui fait peur ou ce qui ne peut pas être résolu pour que l'énergie commence à se dissiper. La science le confirme, des niveaux élevés de cortisol détériorent les cellules, affaiblissent le système immunitaire et accélèrent le vieillissement. Ce n'est pas une métaphore quand on dit que le stress tue lentement, c'est un fait. Chaque fois que tu te laisses emporter par la tempête mentale, tu donnes des années de vie à un ennemi qui n'est jamais rassasié. Le calme, en revanche, est un bouclier. Ce n'est pas de la passivité ni de la résignation, c'est du pouvoir réel. Quand tu choisis de respirer au lieu d'exploser, d'attendre au lieu de désespérer, de lâcher au lieu de retenir l'impossible, le corps répond. Les muscles se détendent, le cœur bat à un rythme régulier, la peau reflète l'oxygène et la fraîcheur. Le calme est un rajeunisseur naturel qui ne s'achète pas ni ne s'injecte, il se travaille. Chaque fois que tu choisis le silence face à la provocation, chaque fois que tu te concentres sur le présent au lieu de te perdre dans des futurs imaginés, tu renforces la vitalité. L'erreur de beaucoup est de croire que le calme signifie faiblesse. En réalité, le calme est maîtrise. N'importe qui peut perdre le contrôle, n'importe qui peut crier ou se laisser emporter par la panique. Même le plus faible peut le faire. Mais celui qui parvient à la sérénité au milieu du chaos démontre une véritable force. Et cette force se traduit par la jeunesse. Le regard de quelqu'un au calme est différent. Il ne transmet pas la fatigue, il transmet la clarté. La voix ne tremble pas d'anxiété, elle communique la fermeté. Le corps ne se recroqueville pas sous la tension, il reste droit naturellement. Vivre avec calme n'est pas un cadeau qui apparaît de nulle part, c'est une décision quotidienne. Soit tu permets au monde de t'empoisonner avec des tensions, soit tu construis en toi un espace où rien d'extérieur n'a de pouvoir absolu. C'est ce que pratiquaient les stoïciens, le calme comme discipline, comme entraînement quotidien. Et c'est dans cet entraînement que réside la clé pour rajeunir, peu importe l'âge. Chaque jour où tu choisis la sérénité, tu éteins le feu interne du stress qui flétrit. Chaque jour où tu décides de répondre avec conscience au lieu de réagir automatiquement, tu allumes une étincelle qui rajeunit l'esprit et renforce le corps. C'est la dure vérité. La jeunesse n'est pas dans la peau, elle est dans le calme que tu choisis de cultiver. Parce que le stress te flétrit, mais la sérénité, exercée comme une vertu quotidienne, te redonne la force et l'éclat qu'aucune chirurgie. 2. Ton environnement peut t'éteindre ou te donner la vie. L'air pur donne de la force, l'air pollué rend malade. Il en va de même pour l'environnement. Ce que tu respires au quotidien n'entre pas toujours par les poumons. Tu l'absorbes aussi avec l'esprit et le cœur. Tu n'as pas besoin de regarder trop loin pour remarquer comment certains lieux et personnes éteignent l'enthousiasme, tandis que d'autres l'allument et le multiplient. La vitalité ne s'effondre pas d'un coup. Elle se draine lentement lorsque tu acceptes de vivre entouré de tensions, de paroles vides, de gens qui entravent plutôt que de stimuler. L'environnement n'est pas un simple décor, il fait partie de ce qui façonne ton énergie et détermine si tu fleuris ou si tu te flétris avant l'heure. La jeunesse ne dépend pas seulement de ce que tu manges ou de combien tu fais de l'exercice, elle se construit aussi avec les environnements dans lesquels tu choisis de rester. Être près de ceux qui critiquent constamment, de ceux qui vivent dans la plainte et transmettent le découragement, c'est permettre à ton esprit de respirer de l'air empoisonné. Tôt ou tard, ce poison se reflète dans la posture, dans la voix, dans l'éclat du regard. Le corps accuse le poids de l'extérieur et l'âme devient plus vieille que les années qu'elle porte réellement. Les stoïciens connaissaient l'importance de choisir avec soin les influences externes. Sénèque prévenait que la compagnie façonne le caractère et que si tu passes trop de temps avec ceux qui ne cherchent pas la vertu, tu finiras par être contaminé par leurs défauts. Ce n'est pas une exagération, ni un élitisme, c'est une simple réalité. Personne ne reste immunisé contre l'environnement qu'il respire. Tout comme un jardin
ne peut pas pousser au milieu des déchets, ta vitalité ne peut pas se maintenir au milieu de conversations vides, d'environnements toxiques ou de relations qui drainent plus qu'elles n'offrent. L'environnement peut agir comme une étincelle ou comme un extincteur. Il suffit d'observer la différence. Après avoir parlé avec quelqu'un qui vit avec passion et énergie, tu ressors revigoré, avec l'envie de bouger, de créer, de vivre. En revanche, après avoir partagé du temps avec quelqu'un qui ne fait que se plaindre, qui critique sans proposer, qui transmet le pessimisme, l'énergie chute, le corps pèse et même les pensées se brouillent. Cette différence montre que l'environnement n'est jamais neutre. Il te donne la vie ou il te vole ta vitalité. La vérité inconfortable est que si tu ne choisis pas ton environnement te choisit. Et la jeunesse, comprise comme énergie et fraîcheur intérieure, ne se maintient pas dans des lieux qui intoxiquent. Tu as besoin du courage de poser des limites, de couper les liens avec ceux qui ne font que soustraire, de sortir des espaces qui te consument en silence. La vitalité se défend aussi par des décisions drastiques. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes habitudes internes si l'extérieur est empoisonné. Même ce que tu consommes comme information fait partie de ton environnement. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu vois tous les jours nourrit ou intoxique l'esprit. Ce n'est pas un hasard si le calme et la clarté se flétrissent lorsque tu es entouré de bruit constant. Ton esprit respire aussi, et il le fait à travers les stimuli que tu choisis d'accepter. Rester jeune signifie prendre soin de l'air dans lequel tu vis. Tu ne peux pas rajeunir si tu restes dans des lieux qui étouffent ton énergie, ni si tu acceptes des compagnies qui t'éteignent petit à petit. Le véritable secret est de choisir consciemment qui entre dans ta vie, quels environnements tu permets et quelle voix tu décides d'écouter. Parce qu'au final, la vitalité est comme le feu, elle a besoin d'oxygène. Et si ton environnement ne le fournit pas, la seule chose qu'il fera sera d'éteindre ta lumière. 3. Le repos profond est la véritable source de vitalité. La machine la plus puissante du monde se détruit lorsqu'elle ne s'éteint jamais. Il en va de même pour le corps et l'esprit. Sans véritable repos, ils commencent à se briser de l'intérieur, même s'ils continuent à fonctionner en apparence. L'erreur de beaucoup est de confondre dormir avec se reposer. Passer des heures au lit ne signifie pas que l'esprit a été renouvelé. La véritable jeunesse repose sur ce sommeil profond qui nettoie, répare et redonne de la force à l'organisme. Sans lui, aucun régime, aucun exercice, aucun supplément ne peut vous sauver de l'usure silencieuse qui vieillit prématurément. Le repos n'est pas un luxe, c'est un pilier biologique et spirituel. Le cerveau se régénère pendant le sommeil, élimine les toxines, consolide la mémoire et régule les émotions. Lorsque vous dormez mal, vous n'êtes pas seulement fatigué, vous êtes plus irritable, plus vulnérable et plus faible. Le corps reflète ce manque, la peau perd de son éclat. Les muscles ne se rétablissent pas, le système immunitaire baisse sa défense. C'est comme prétendre courir un marathon avec le réservoir vide. Vous pouvez tromper les autres avec de l'énergie artificielle pendant un certain temps, mais la facture arrive et le prix est toujours élevé. Les stoïciens ne parlaient pas de cycle de sommeil comme le fait la science moderne, mais ils comprenaient l'importance de l'équilibre. Marc Aurèle écrivait sur le fait de se lever avec un but, comprenant que le repos avait un but, restaurer la force pour servir ce qui compte vraiment. Cette mentalité montre que dormir n'est pas une perte de temps, mais un investissement dans la renaissance du corps et de l'esprit. Chaque nuit où vous décidez d'éteindre les distractions, de vous déconnecter du bruit et de vous abandonner à un sommeil profond, vous rajeunissez plus que ce que n'importe quel cosmétique pourrait promettre. Le problème actuel est l'obsession de la productivité. Beaucoup se vantent de dormir peu, comme si c'était un signe de succès. Ce qu'ils démontrent en réalité, c'est de la négligence. L'excès d'activité vole la vie parce qu'il empêche le corps de se réparer. Ne pas bien se reposer est un acte de violence contre soi-même. Un esprit qui ne trouve jamais de pause s'épuise, et avec lui s'éteint l'éclat qui donne la jeunesse.
Le repos profond n'est pas seulement fermer les yeux, c'est aussi le calme mental préalable. Dormir avec des pensées chargées de rancœur, d'anxiété ou de soucis, c'est comme essayer de guérir au milieu d'une tempête. Vous devez apprendre à lâcher prise avant de dormir, à laisser la journée se terminer dans votre esprit pour que le corps puisse récupérer ce qui a été perdu. Cette pratique stoïcienne de revoir la journée, de pardonner ce qui est nécessaire et de lâcher ce qui ne dépend pas de vous, est un remède pour l'âme et pour le corps. La vitalité se construit pendant les heures silencieuses de la nuit. Chaque sommeil profond est une renaissance invisible qui renforce votre énergie, rajeunit votre visage et renouvelle votre esprit. Si vous voulez rester jeune au-delà de l'âge, protégez votre repos comme vous protégez votre vie, car c'est en réalité ce que vous faites. 4. Lâcher les rancunes allège l'âme et rafraîchit le visage. Porter des rancunes ressemble à remplir un sac à dos de pierre et à le porter tous les jours, sans repos. Au début, tu penses que tu peux le supporter, que le poids n'est pas si lourd, que tu t'y habitueras avec le temps. Mais à chaque pas, les épaules se voûtent, le dos s'use et l'énergie diminue. C'est ainsi que fonctionne le ressentiment. Un fardeau silencieux qui consomme la vitalité, qui vole la fraîcheur et qui vieillit plus vite que les années. Le plus cruel est que pendant que tu le tiens, tu crois qu'il te protège, alors qu'en réalité, il te détruit de l'intérieur. La rancune est un poison lent. On ne le voit pas, mais on le ressent dans la tension constante du corps, dans la mâchoire serrée, dans la respiration lourde, dans le regard dur qui semble toujours en alerte. Chaque souvenir amer que tu choisis de nourrir devient une ride. Chaque pensée de vengeance laisse une ombre sur le visage. La jeunesse ne se perd pas seulement avec le passage du temps. Elle se perd aussi en gardant des blessures ouvertes que tu ne laisses jamais cicatriser. Il n'existe pas de chirurgie ni de cosmétique capable d'effacer la trace d'une âme durcie par l'amertume. Les stoïciens le savaient bien. Épictète enseignait que ce qui nous blesse ne sont pas les faits, mais la façon dont nous les interprétons. S'accrocher à la douleur d'hier, c'est comme la revivre encore et encore, en donnant ton présent à un fantôme du passé. Pardonner ne signifie pas justifier ce qui s'est passé, ni exonérer l'autre de sa responsabilité. Cela signifie se libérer, lâcher la chaîne que tu tiens toi-même. Celui qui refuse de pardonner n'enferme pas l'autre, il s'enferme lui-même. Celui qui lâche, en revanche, récupère de l'espace intérieur, gagne en légèreté et retrouve sa fraîcheur. La rancune vieillit parce qu'elle vole la joie. Une personne rancunière peut être entourée de bons moments, mais elle ne les apprécie jamais pleinement. Son attention est fixée sur ce qu'elle a perdu, sur ce qu'elle a souffert, sur ce qui n'a pas été résolu. Cette fixation draine l'énergie, transforme chaque jour en une répétition du passé. L'âme se durcit, et avec elle, le corps. En revanche, celui qui lâche retrouve la capacité d'émerveillement, de joie authentique. On le voit dans le regard plus ouvert, dans le sourire plus spontané, dans le visage plus serein. Ce changement ne s'obtient pas avec des masques externes, il naît de l'intérieur. Le pardon donc est un acte d'auto-soin. On ne le fait pas pour l'autre personne, on le fait pour soi-même. C'est dire au corps et à l'âme: je ne vais plus porter ce qui est déjà passé. Quelqu'un qui se libère des rancunes ne rajeunit pas seulement en esprit, mais aussi en apparence. La fraîcheur qu'il transmet est réelle, car il ne traîne plus de chaînes invisibles. Il se déplace plus légèrement, respire plus calmement, transmet la paix au lieu de la tension. La science soutient ce que l'ancienne sagesse pressentait. Des recherches démontrent que les personnes qui pratiquent le pardon réduisent leur pression artérielle, renforcent leur système immunitaire et dorment mieux. Le repos profond revient parce que l'esprit ne reste plus coincé dans des discussions imaginaires en fermant les yeux. Le corps en est reconnaissant. La peau semble plus saine, le cœur bat avec plus de stabilité. L'énergie circule avec plus de force. C'est une preuve claire que lâcher les ressentiments n'est pas seulement un acte spirituel, c'est aussi une médecine physique. La vérité agressive est celle-ci.
Si tu refuses de pardonner, tu vieillis avant l'heure. Non pas parce que la vie t'a frappé, mais parce que tu continues à répéter ce coup dans ton esprit. Personne ne peut rester jeune en portant de la haine. Mais celui qui a le courage de lâcher rajeunit immédiatement, parce qu'il libère l'âme et laisse le corps s'exprimer sans chaîne. Lâcher les rancunes est une décision que l'on prend tous les jours. Ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne plus lui donner de pouvoir. 5. Le corps immobile se fane, le corps actif fleurit, l'eau stagnante finit par pourrir, accumulant de la saleté jusqu'à perdre toute sa fraîcheur. Le corps humain fonctionne de la même manière. S'il reste immobile, il se fane, perd de sa vigueur, s'éteint lentement. La vitalité ne se conserve pas dans un repos perpétuel, elle se conserve dans le mouvement. Chaque muscle, chaque articulation, chaque organe a besoin d'activité pour rester en vie. L'erreur est de penser que la sédentarité est du repos, alors qu'en réalité, c'est un déclin déguisé. Un corps immobile vieillit prématurément, non pas à cause des années qu'il porte, mais à cause du manque d'action qui l'oxygène. La jeunesse n'est pas dans l'absence de rides, elle est dans la façon dont le corps répond à l'effort. Une démarche ferme, une posture droite, une respiration profonde reflètent plus de vitalité que n'importe quel traitement esthétique. Le mouvement est le langage de la vie. Celui qui marche avec énergie démontre une fraîcheur intérieure, tandis que celui qui reste coincé dans l'inertie transmet de la fatigue, même s'il est encore jeune. La différence entre fleurir et se faner réside dans la façon dont tu choisis de bouger ton corps chaque jour. Les stoïciens comprenaient la valeur de la discipline physique. Marc Aurèle se souvenait que l'esprit a besoin d'un corps fort pour se soutenir et que prendre soin de son corps est un devoir, pas un luxe. Il ne s'agit pas de culte de l'apparence, mais de respect de la machine qui soutient ton esprit. La sédentarité affaiblit la volonté, car elle enseigne à se rendre au moindre effort. En revanche, l'activité constante renforce à la fois le corps et le caractère. Se lever pour s'entraîner même sans envie est un acte de maîtrise qui rajeunit plus que n'importe quelle routine superficielle. La science le confirme, l'inactivité détériore les os, les muscles et le cœur. Elle augmente le risque de maladie et accélère le vieillissement cellulaire. D'un autre côté, le mouvement régulier active la circulation, oxygène le sang, stimule l'esprit et prolonge la vie. Il n'est pas exagéré de dire que l'exercice est une source de jeunesse. Chaque goutte de sueur est un rappel que le corps est vivant, qu'il peut se renouveler grâce à l'effort. Le problème de beaucoup est qu'ils confondent confort et bien-être. Passer des heures assis devant un écran, ne bouger que le strict nécessaire pour survivre, peut sembler normal dans la routine moderne. Mais c'est un suicide lent. Le corps immobile devient plus fragile, plus maladroit, plus lourd. Et avec lui, l'esprit s'émousse. Celui qui ne bouge pas perd en agilité mentale, en capacité de réponse, en étincelle qui reflète la vitalité. Le corps et l'esprit sont inséparables, l'un se fane avec l'autre. Le mouvement ne signifie pas nécessairement des entraînements extrêmes ou des exploits sportifs. Il signifie une discipline quotidienne. Marcher avec un but, étirer les muscles, garder le corps actif même si la journée est lourde. Chaque décision de bouger est une affirmation de vie. Chaque pas que tu choisis de faire au lieu de rester assis est une victoire contre l'usure. Le corps fleurit quand tu l'utilises, quand tu le défies, quand tu le maintiens en action. Le mouvement a également un impact direct sur les émotions. L'exercice libère les tensions, réduit le stress et élève l'humeur. Il est impossible de rester jeune si l'esprit est éteint et rien n'allume plus que d'activer le corps. La passion, l'énergie et la clarté mentale surgissent après l'avoir bougé, pas avant. C'est pourquoi il est une erreur d'attendre la motivation pour commencer. C'est l'action qui réveille l'esprit, pas la paresse. La vérité est simple et agressive. Si tu ne bouges pas ton corps, tu le tues en silence. 6. La passion ardente maintient ton énergie vive. Un feu ne se flétrit pas avec les années. Il s'éteint uniquement lorsqu'il cesse de recevoir de l'oxygène. Il en va de même pour l'esprit humain. La véritable jeunesse ne meurt pas avec le temps.
Elle s'éteint quand on perd l'étincelle qui nous pousse à vivre avec force. Cette flamme interne est ce qui maintient la vitalité, ce qui donne de l'éclat au regard et de la fermeté au pas. Sans passion, le corps devient lourd, la routine devient grise et la vie se transforme en une simple formalité. Beaucoup pensent que la passion est une exagération, un désordre ou un enthousiasme momentané. Mais la véritable passion est autre chose. C'est une direction, c'est une énergie soutenue, c'est le moteur qui donne un sens aux heures. Celui qui vit avec passion ne gaspille pas ses jours en trivialité, car il a toujours une raison qui le pousse en avant. Au contraire, celui qui se résigne à vivre sans feu intérieur commence à vieillir de l'intérieur, même s'il conserve encore sa jeunesse à l'extérieur. Le vide tue plus vite que les années. Pour les stoïciens, la passion n'était pas confondue avec un excès incontrôlé, mais avec une force bien orientée vers l'essentiel. Marc Aurèle écrivait que chaque matin, il devait se rappeler sa mission d'être humain, d'agir avec dignité et but. C'est la forme la plus claire de passion. Se lever en sachant que la journée n'est pas une condamnation, mais une opportunité de pratiquer la vertu et la discipline. Un cœur enflammé transforme n'importe quelle tâche, même la plus petite, en un acte de vitalité. La science renforce cette vision. Des études montrent que ceux qui maintiennent des projets qui les enthousiasment, des objectifs qui les motivent et des activités qui les inspirent, non seulement vivent plus longtemps, mais le font aussi avec une meilleure santé physique et mentale. Le cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine lorsqu'il se connecte à quelque chose qui suscite un intérêt authentique, et ces substances sont une nourriture directe pour la vitalité. Il suffit d'observer comment le visage de quelqu'un change lorsqu'il parle de ce qu'il aime. Les yeux brillent, la posture s'élève, la voix acquiert de l'énergie. Ce rajeunissement n'est pas dû à la génétique, mais à la passion. Renoncer à ce qui enflamme l'esprit est comme laisser le feu se consumer jusqu'à être réduit en cendres. Chaque rêve abandonné, chaque intérêt réprimé, chaque désir réprimé est un seau d'eau qui éteint la flamme. Et lorsque cette étincelle disparaît, la routine prend le contrôle, la fatigue devient permanente et le visage reflète le poids de la résignation. Personne ne peut rester jeune sans une raison qui l'enflamme de l'intérieur. Il ne s'agit pas toujours de grands projets ou de gestes héroïques. La passion peut aussi habiter dans la simplicité, cultiver un talent, s'engager dans une cause, perfectionner un métier, prendre soin d'un lien précieux. Ce qui importe, ce n'est pas la taille de la flamme, mais qu'elle continue de brûler. Tant qu'il y a une raison de se lever avec détermination, tant qu'il y a quelque chose qui brise la monotonie et active le désir de continuer, la jeunesse reste intacte. Un esprit passionné et contagieux. L'énergie que transmet quelqu'un qui vit enflammé est impossible à ignorer. Il n'est pas nécessaire d'expliquer, on le perçoit dans sa façon de parler, dans l'intensité de ses gestes, dans la clarté de ses décisions. Cette vibration vitale rajeunit non seulement celui qui la porte, mais inspire aussi ceux qui l'entourent. La passion, en ce sens, est une force expansive. Elle maintient ton énergie vive et multiplie celle des autres. La vérité est dure, mais claire. Tu ne vieillis pas avec les calendriers. Tu vieillis quand tu cesses de rêver, de lutter, de désirer avec intensité. Chaque fois que tu renonces à ce que tu aimes, tu perds des années de vie. 7. La productivité excessive épuise, l'équilibre restaure. Une corde tendue peut résister longtemps, mais si elle ne se relâche jamais, elle finit par se rompre. C'est ce qui arrive à ceux qui vivent obsédés par la production, par la performance, par la démonstration de valeur, à travers des réalisations constantes. Ils pensent que plus ils font, plus ils seront épanouis, sans se rendre compte qu'ils brûlent leur énergie vitale à un rythme que le corps et l'esprit ne peuvent soutenir. La productivité sans pause vieillit, non pas parce que travailler est mauvais, mais parce que confondre la valeur personnelle avec la quantité de résultats est un piège qui épuise de l'intérieur et de l'extérieur. Le monde moderne pousse vers cette obsession. On célèbre celui qui dort peu, celui qui est toujours occupé, celui qui ne se repose jamais. On confond mouvement avec progrès.
on confond être rempli d'activité avec vivre une vie significative. Ce qu'on ne dit pas, c'est le prix. Un visage fatigué, un esprit vide, un corps qui accumule la tension jusqu'à tomber malade. La productivité excessive ne construit pas la vitalité, elle la dévore. Personne ne rajeunit avec des journées interminables ni avec des agendas sans répit. La jeunesse se maintient avec l'équilibre, pas avec l'épuisement. Les stoïciens comprenaient la valeur de la mesure. Pour eux, la vertu résidait dans la tempérance, savoir quand agir avec force et quand s'arrêter pour retrouver la clarté. Sénèque avertissait que la vie n'est pas courte, mais que nous la gaspillons en choses inutiles. Cette réflexion montre que faire trop n'est pas toujours vivre plus, c'est souvent vivre moins. Celui qui remplit chaque minute d'activité perd la capacité d'être présent, et sans présence, il n'y a pas de véritable vitalité. La science est d'accord. Le stress chronique résultant de la surcharge de tâches accélère le vieillissement cellulaire, affaiblit le système immunitaire et détériore la santé mentale. Dormir peu, ne pas prendre de pause, vivre sous une pression constante active des mécanismes dans le corps qui l'usent comme s'il vieillissait d'un coup. Ce n'est pas un discours philosophique, c'est de la biologie pure. Celui qui ne s'arrête jamais se brise avant l'heure. L'équilibre, en revanche, rajeunit. Il ne signifie pas paresse ni manque de discipline, il signifie reconnaître que le corps a besoin de repos, que l'esprit a besoin de silence, que l'esprit a besoin d'espace de calme pour maintenir sa fraîcheur. Équilibrer n'est pas faire moins, c'est faire avec intention, c'est prioriser l'essentiel, c'est travailler avec concentration et ensuite s'arrêter avec la même fermeté pour récupérer de l'énergie. Le repos bien utilisé n'est pas du temps perdu, c'est un investissement en vitalité. Beaucoup pensent que s'arrêter est un signe de faiblesse. En réalité, c'est un signe de force et de maîtrise. N'importe qui peut se remplir d'occupation, n'importe qui peut tomber dans le piège de se sentir précieux seulement en faisant plus. Mais seul celui qui a le contrôle de lui-même sait quand dire stop. Cette maîtrise rajeunit parce qu'elle redonne du pouvoir à l'esprit. L'équilibre n'est pas passivité, c'est stratégie. Celui qui le pratique ne vieillit pas avant l'heure parce qu'il sait gérer ses ressources. La vérité est claire et percutante. L'obsession de la productivité ne te rend pas plus grand, elle t'épuise jusqu'à te rendre petit. La jeunesse ne se conserve pas dans la hâte ni dans la surcharge, elle se conserve dans la juste mesure, dans l'équilibre entre l'effort et la récupération. Chaque pause consciente est une dose de fraîcheur pour l'esprit, chaque moment de repos réel est un rappel que tu travailles pour vivre, tu ne vis pas pour travailler. Si tu veux maintenir ta vitalité au-delà de l'âge, apprends à équilibrer. 8. La façon dont tu te parles définit ta présence. Réfléchis à ceci, tu peux bien t'habiller, dégager de la confiance et sourire face au monde. Mais si ta voix intérieure est hostile, tôt ou tard, cette hostilité se filtrera dans ta présence. La façon dont tu te parles est le moule silencieux qui construit ta manière d'être face aux autres. Chaque mot répété dans ton esprit est un coup ou un élan. Et il n'y a pas de ride plus marquée que celle laissée par le mépris de soi. Le dialogue interne est une arme à double tranchant. Il peut te relever quand personne d'autre ne le fait, ou il peut te couler même dans tes meilleurs moments. Celui qui se dit « je ne peux pas, je ne vaux rien, il est trop tard pour moi », accélère son vieillissement émotionnel et physique. Ces phrases pèsent comme des chaînes invisibles qui courbent le dos, éteignent le regard et fanent l'énergie. La détérioration commence à l'intérieur, et ce qui se passe dans l'esprit trouve toujours un moyen de se montrer dans le corps. Les stoïciens étaient conscients du pouvoir des mots dirigés vers soi-même. Épictète enseignait que nous ne sommes pas blessés par les faits, mais par l'interprétation que nous en faisons. Si tu interprètes ta vie à travers des phrases de défaite, ton esprit se contracte. En revanche, si tu choisis de te parler avec clarté, discipline et respect, ta présence s'élargit. La jeunesse se conserve non seulement dans la façon dont tu te déplaces ou dont tu te reposes, mais aussi dans la façon dont tu te traites quand personne d'autre n'écoute.
La façon dont tu te parles définit ton énergie. Celui qui se répète constamment qu'il est faible commence à agir en conséquence. Celui qui se dit qu'il est fini commence à vivre avec un visage éteint et les épaules tombantes. Mais celui qui se rappelle chaque jour qu'il a encore du chemin à parcourir, qu'il est encore capable de résister et de grandir, projette de la vitalité. Cette conviction se voit dans le regard ferme, dans le pas décidé et dans la sérénité de sa voix. La science le confirme également. Le cerveau ne distingue pas entre une menace externe et une menace interne. Lorsque tu te parles avec une dureté destructrice, le corps réagit comme s'il était sous attaque. Le cortisol augmente, la tension monte, la capacité de régénération diminue. En d'autres termes, te maltraiter avec des mots vieillit. En revanche, un dialogue interne constructif active des neurotransmetteurs qui améliorent l'humeur, renforcent le système immunitaire et prolongent la vitalité. Beaucoup confondent le respect de soi avec la complaisance. Te parler avec respect ne signifie pas t'excuser ou te mentir, cela signifie avoir la fermeté de te corriger sans te détruire. Tu peux te dire « ce que j'ai fait n'était pas le meilleur, mais je peux le faire différemment », au lieu de répéter « je suis un échec ». La différence semble petite, mais elle transforme ta présence. Le premier corrige et renforce, le second affaiblit et flétrit. Réfléchis à quelqu'un qui dégage de la confiance sans avoir besoin de mots. Ce n'est pas seulement à cause de la façon dont il s'habille ou se déplace, c'est parce que son dialogue interne le soutient. Une personne qui se parle avec respect reflète la dignité dans la façon de regarder, dans la manière de s'asseoir, dans le calme de sa voix. Cette présence rajeunit, car elle n'est pas marquée par le poids du mépris, mais par la force de l'autocompréhension. La vérité est claire. Personne ne reste jeune s'il est en guerre avec son propre esprit. La détérioration la plus rapide ne vient pas du calendrier, elle vient du poison des maux internes. Te parler comme un ennemi t'épuise, te parler comme un guide te renouvelle. La façon dont tu choisis de te traiter en silence est celle qui définit comment les autres te perçoivent. Et cette perception peut être celle de quelqu'un qui est flétri de l'intérieur ou celle de quelqu'un qui transmet de la force et de la vitalité au-delà des années que tu connais.